Vous savez probablement qu'on peut calculer l'aire sous une courbe grâce à l'intégrale. Par exemple, pour calculer l'aire entre les points A et B sous cette courbe, représentant une fonction f, on calcule directement l'intégrale de f entre A et B. Mais qu'en est-il de la longueur de la courbe? Quelle distance parcourt ce point le long de la courbe entre A et B? On va voir qu'en utilisant le théorème de Pythagore et une intégrale bien choisie, c'est tout à fait possible à calculer, et qu'on peut même facilement généraliser à des chemins dans le plan, dans l'espace, parce que qui n'a jamais rêvé de calculer la longueur de son ressort, ou même dans des espaces un peu plus exotiques. Commençons par regarder le cas du graphe d'une fonction réelle. Pour calculer la longueur du chemin, on va le diviser en sous-chemins droits, donnant une approximation du vrai chemin à calculer, qu'on va ensuite affiner comme pour les sommes de Riemann et l'intégrale. Supposons alors qu'on veut calculer la longueur du chemin parcouru par ce graphe de la fonction f dont on dispose de la formule entre les points 1 et 4. On peut commencer par regarder les segments qui vont de f de 1 à f de 2, puis de f de 2 à f de 3, et enfin de f de 3 à f de 4. Et en utilisant le théorème de Pythagore, on peut calculer la longueur de chaque segment. Si on regarde le premier segment, on a delta y qui est la différence entre f de 1 et f de 2, et delta x qui est la différence entre 2 et 1. Puis par Pythagore, on a facilement la longueur du segment qui nous intéresse. Et notre approximation va consister à faire la somme des longueurs ainsi calculées, puis à affiner le pas entre les segments pour se rapprocher petit à petit de la longueur réelle du chemin. Ok, donc on a une approximation qui tend manifestement vers la longueur exacte du chemin. Comment transformer cette formule pour avoir directement la longueur? On va commencer par factoriser dans la racine par delta x2, puis le sortir de la racine, et enfin, par passage à la limite, le rapport entre delta y et delta x devient la dérivée de f, et le delta x devient 1 dx pour l'intégrale qui apparaît. Cette explication est intuitive, elle mériterait un peu plus de justification pour être vraiment rigoureuse, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. On vient donc de trouver une intégrale qui nous donne directement la longueur du chemin parcouru par notre fonction entre les points 1 et 4, qui nous donne au passage une longueur d'environ 3,7859, très proche de l'approximation de 3,7854 qu'on avait calculée juste avant. Il faut quand même préciser que cette formule, puisqu'elle contient un f', n'est utilisable que quand f est dérivable entre les bornes du calcul. En réalité, il faut un tout petit peu plus de conditions, mais on va pas s'en soucier. Si la courbe n'a qu'un nombre fini de points de non-dérivabilité, il suffit de la prendre par morceaux. Par exemple, dans ce cas, on calcule d'abord la longueur de la courbe de gauche, puis celle de la courbe de droite, séparée par ce point non dérivable en x égale 2,5. On calcule donc d'abord la longueur entre 0 et 2,5, puis entre 2,5 et 5, et la longueur totale sera la somme des longueurs partielles. Avec ça, on sait calculer la longueur du graphe d'une fonction C1 par morceau. Regardons maintenant le cas particulier du monstre de Weierstrass, qui ressemble à ça. Voici sa fonction. C'est une somme infinie, mais elle est bel et bien définie et converge pour toute valeur réelle de x. Et en particulier, la fonction est continue. Cependant, elle n'est dérivable nulle part. Et si on tente de calculer la longueur du chemin parcouru par la courbe, disons entre 0,1 et 0,7 par exemple, il s'avère qu'elle est infinie. Pour le vocabulaire, on dit qu'un chemin est rectifiable quand sa longueur est finie, et non rectifiable sinon. Et c'est aussi le cas, par exemple, de presque tous les mouvements browniens. Bien, maintenant qu'on a de quoi calculer des longueurs de graphes, est-ce qu'on pourrait essayer de généraliser ça à des chemins de R2, comme celui-ci ou celui-là? On va commencer par essayer de définir un petit peu ce que ça veut dire un chemin dans R2. Bien sûr, ce chemin n'est le graphe d'aucune fonction réelle, puisqu'il fait demi-tour à certains endroits. En revanche, on peut le représenter avec une fonction du temps dans le plan de la manière suivante. Le chemin gamma est une fonction du temps, ici la variable t, qui appartient à R ou à un intervalle, et qui a une composante abscisse et une composante ordonnée. Dans notre cas, t appartient à l'intervalle 0,5. En faisant varier t, x nous donne l'emplacement horizontal du point, et y nous donne le placement vertical. C'est ce qu'on appelle une courbe paramétrée, et ici le paramètre est t. Comme tout à l'heure, on va approximer le chemin avec des segments et se rapprocher petit à petit de la longueur réelle du chemin en prenant de plus en plus de petits segments. Et comme tout à l'heure, on calculera la longueur de chaque segment avec le théorème de Pythagore. On se retrouve donc avec la même formule d'approximation. En revanche, notre variable d'entrée n'est plus x, mais t.
On va donc cette fois factoriser par delta t2, puis le sortir de la racine, et comme tout à l'heure, en passant à la limite, les ratios des différences en x par rapport à t et y par rapport à t correspondent aux fonctions dérivées des composantes x et y. Et en fait, cette racine, c'est exactement la norme de gamma'. La formule ainsi trouvée permet donc de calculer la longueur du chemin parcouru par t le long de gamma entre a et b. Et cette formule peut par exemple nous servir à retrouver le périmètre de tout un tas de formes différentes. Sur demande de mon ami de la chaîne ToSwap, voici l'ellipse. Les coefficients devant le cos et le sin permettent de gérer l'écrasement ou l'étirement de l'ellipse le long des deux dimensions. Et si les deux coefs sont égaux, ça fait un cercle. En regardant une ellipse générale, la formule habituelle se développe comme ça, et on obtient une intégrale elliptique qui n'a pas de primitive élémentaire, ce qui rend le calcul concret plus laborieux. Mais cette formule est assez différente de la première qu'on a vue. Elle devrait coïncider puisqu'un graphe est un cas particulier de chemin dans R2. Eh bien, en réalité, elle coïncide bel et bien, et voici pourquoi. Gamma', par définition, est le vecteur où chaque composante de gamma est dérivée, et dont la norme est la racine de la somme des composantes chacune mise au carré. Et un graphe de fonction, par définition aussi, c'est l'ensemble des points de coordonnées t, f de t, et enfin, t' c'est juste 1, et on retrouve bien la formule qu'on avait, et la nouvelle en est une généralisation. Mais est-ce qu'on peut généraliser encore plus? Regardons à présent cette spirale, qui en réalité grimpe le long du troisième axe. Voici sa paramétrisation. C'est juste un cercle via les deux premières composantes, et la troisième donne la vitesse à laquelle elle grimpe sur l'axe. Comme d'habitude, on va l'approximer avec des segments, et la longueur de chaque segment se calcule avec la norme de la différence de chaque extrémité, qui se calcule elle-même encore avec Pythagore, en dimension 3 cette fois. Et comme le théorème de Pythagore est valable en dimension arbitrairement grande, même infinie si on a un produit scalaire, on peut refaire les mêmes manipulations et retomber sur l'intégrale de la norme de la dérivée du chemin quand on passe à la limite, nous donnant en l'occurrence une longueur de 21,205, très proche de l'approximation de 21,197. Donc on peut pas vraiment généraliser plus que ça la formule, puisqu'elle suffit déjà à calculer la longueur d'un chemin C1 en dimension arbitrairement grande. En revanche, on pourrait essayer par exemple de faire ces calculs dans un espace métrique, c'est-à-dire muni d'une distance au lieu d'une norme, ce qui est un peu plus faible. C'est assez facile en utilisant la distance au lieu de Pythagore et en passant simplement au sup parmi les approximations, parce qu'elles sont majorées par la longueur du chemin. Cette définition permet de définir la longueur de chemin dans des espaces où il n'y a ni coordonnées ni dérivées. Elle coïncide avec la précédente, et c'est la dernière généralisation qu'on mentionnera aujourd'hui. Le même chemin peut être défini de plein de manières différentes. Par exemple ici, le chemin bleu est défini comme ça, et le chemin rouge est le même, mais 2 fois plus lent. Il serait souhaitable que ces deux versions du même tracé visuel aient la même longueur, et c'est le cas, vous pouvez faire le calcul pour vous en assurer. Mais est-ce que ça sera toujours le cas? Est-ce que si je prends un chemin, et que je calcule sa longueur, puis qu'ensuite je prends le même chemin mais tracé à une vitesse différente, il aura la même longueur? Regardons ce chemin rouge de plus près. Ce qu'on a fait, c'est prendre le chemin bleu et passer t dans une fonction de vitesse qu'on va appeler phi. En faisant ça, l'intervalle dans lequel vit t va changer et devenir celui-ci. Et le nouveau chemin sera le même, mais avec la vitesse de t qui suit la fonction phi. Cette fonction phi doit en revanche respecter quelques conditions. Principalement, on veut qu'elle soit monotone, parce que sinon ça voudrait dire qu'on revient sur nos pas et donc que la longueur est fausse. Il faut aussi qu'elle soit surjective, pour que tout le chemin soit parcouru, et enfin continue, pour éviter d'avoir des sauts qui pourraient fausser la longueur. En fait, on va généralement demander que phi soit un difféomorphisme, c'est-à-dire C1, bijective, et de réciproque C1 aussi. Enfin, pour montrer que la longueur ne change pas, on va juste faire un changement de variable dans l'intégrale, en posant naturellement t égale phi de u. L'intégrale devient alors celle-ci, et on reconnaît comme intégrande la dérivée d'une fonction composée, qui est elle-même exactement le chemin reparamétré.
Cette intégrale est bien la longueur du chemin reparamétré, calculée entre les nouvelles bornes, et tout va bien, la longueur du chemin n'a pas changé. L'important n'est pas la vitesse avec laquelle on parcourt le chemin, mais le chemin en lui-même. On a donc vu que l'intégrale ne sert pas seulement à calculer des aires sous des courbes, mais plus généralement à mesurer. En découpant un chemin en petits morceaux, puis en faisant tendre ce découpage vers l'infini, on obtient une notion robuste de longueur, valable pour des graphes de fonctions, des chemins dans le plan, dans l'espace, ou même en dimension arbitrairement grande, parfois sans notion de coordonnées, et cette définition est suffisamment souple pour englober des situations très différentes, mais aussi suffisamment exigeante pour exclure des objets trop irréguliers, comme les courbes de type Weierstrass dont la longueur devient infinie. Cette approche met aussi en évidence une idée fondamentale. La longueur dépend uniquement de la forme géométrique du chemin, et pas de la manière dont on le parcourt, ce qui se traduit mathématiquement par l'invariance par reparamétrisation. En réalité, cette manière de faire n'est pas propre aux longueurs, c'est exactement le même principe qui permet de définir des aires de domaine plan, les volumes dans l'espace, ou encore des notions plus abstraites comme des probabilités continues. Toutes ces constructions reposent sur la même idée centrale, décomposer un objet compliqué en éléments simples, puis passer à la limite. C'est cette idée qui est formalisée et généralisée par la théorie de la mesure, dont l'intégrale n'est finalement qu'un des outils les plus visibles. Autrement dit, derrière des calculs qui peuvent sembler très concrets, comme une longueur ou une aire, se cache une théorie beaucoup plus générale qui fournit un cadre unifié pour mesurer presque n'importe quoi, à condition de savoir ce que mesurer veut dire.